Aucun pays d'Afrique subsaharienne ne s'est battu pour son indépendance. Cela vous surprend? Je vais vous raconter la vraie histoire de l'indépendance africaine, au-delà de tous les fantasmes, de tous les projets militants qui essaient de réécrire l'histoire à la lumière des nouvelles idéologies qui traînent en ce moment. Les indépendances africaines arrivent sur l'impulsion des États-Unis d'Amérique et l'impulsion de l'URSS à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et au traité de Yalta. Ces deux pays décident d'imposer aux pays qui ont encore des colonies, notamment ça se passe à Yalta et il y a Churchill qui est là, l'Angleterre est un des grands pays colonialistes à l'époque, d'arrêter avec la colonisation pour la simple raison qu'il y a deux raisons différentes en fait sur les idéologies de chaque pays. Les États-Unis estiment que c'est une concurrence illégale que d'avoir des sous-États. Cela ne permet pas d'avoir un commerce mondial équitable. Voilà. Et les soviétiques, de leur côté, au nom de la libération et de la lutte de tous les prolétaires du monde, exigent que tous ces pays-là aient la pleine souveraineté chez eux. Donc c'est en 1944 que ça se décide. Et lorsque l'on rédige la Charte des Nations Unies en 1945, cela est inclus dans la Charte des Nations Unies en 1945 que tous les pays sous tutelle coloniale doivent être décolonisés. Les États-Unis, d'ailleurs, vont être les premiers à montrer l'exemple parce qu'il y avait encore un pays sous tutelle qu'ils avaient, c'était les Philippines. Ils vont donner leur indépendance aux Philippines et la Grande-Bretagne va libérer le plus grand morceau colonial qu'il avait, c'était l'Inde, à qui il va donner l'indépendance en 1947. Et ensuite, il fallait préparer les indépendances d'autres pays beaucoup moins lotis, il y avait moins d'infrastructures, il y avait un personnel beaucoup plus rare qui pouvait prendre la relève et avoir des véritables pays viables. Ça a été le casse-tête pendant ces années. Alors bien souvent, on vous présente chaque Africain qui se serait opposé aux colons ou qui aurait été jeté en prison comme ayant été un militant de l'indépendance, un militant pour arriver à l'indépendance. Non, le mot n'existait quasiment pas, ils ne le revendiquaient pas. C'était bien souvent des militants pour être mieux traités, des militants d'ailleurs pour l'émancipation des Noirs. Ils étaient d'accord, c'est comme ça qu'ils appelaient ça, qu'ils étaient dans une situation culturelle, sociale. Quand je dis culturelle, j'entends par là même l'éducation, hein, l'école, la connaissance, une situation sociale, une situation économique, une situation des droits qui était vraiment inférieure et qui était inégale par rapport à celle de ceux qui les colonisaient. Et ils se battaient pour que cette situation soit normalisée, soit égalisée, pour qu'il y ait moins de racisme, pour qu'il n'y ait pas de travail forcé. Mais l'idée de l'indépendance, on ne n'y était pas. La plupart étaient conscients qu'ils avaient besoin de progresser un peu plus que ça pour être capables de prendre en main des États modernes et offrir à leur population tous les avantages de l'invention, de l'inventivité, de la création humaine qui commençait à s'universaliser. Donc, c'est dans ce contexte que les indépendances se préparent et dans les luttes internes entre les partis politiques en Afrique que l'on commence à avancer vers l'indépendance. Vous prenez un grand pays comme la République démocratique du Congo, l'indépendance de la République démocratique du Congo, le premier qui va l'évoquer en termes clairs, ça va être un Belge, Van Bilsen, je crois qu'il s'appelait, en 1955 ou 56, hein, en disant que ce serait bien qu'on donne l'indépendance au Congo dans les 30 ans à venir. Et c'est là que des premiers réseaux de militants locaux vont écrire dans un journal, dit pourquoi 30 ans, pourquoi pas maintenant. Et le débat va commencer à partir de ce moment-là. Alors on en parle maintenant pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est que le mois d'août est le mois où les pays qui ont été colonisés par la France vont obtenir leur indépendance pour la plupart d'entre eux. C'est une histoire assez passionnante. Pourquoi tous en août? Pourquoi au même moment? Qu'est-ce qui se passe exactement? Parce que derrière, il y a aussi toute cette idéologie qui dit oui, mais est-ce que ces pays sont réellement indépendants? Ils ne sont pas vraiment indépendants. Bon, faut peut-être d'abord définir ce que c'est que l'indépendance. L'indépendance, c'est la capacité d'un pays à s'auto-gouverner, à faire. Est-ce que ce sont les ressortissants de ces pays-là qui eux-mêmes prennent les décisions pour leur pays? L'indépendance, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de pression extérieure. L'indépendance, ça ne veut pas dire que vous respectez les règlements internationaux quand vous voulez, vous ne les respectez plus quand vous voulez, alors que vous y avez librement consenti, tous les règlements sont signés, aucun n'est imposé. Donc quand vous allez aux Nations Unies, vous êtes venu après, des règlements existaient déjà. Il y en a qui vous donnent la possibilité de prendre ou de ne pas prendre, il y en a qui sont déjà faits, vous n'êtes pas d'accord, ne rentrez pas.
aux Nations Unies, créez-vous une autre organisation ailleurs. Alors donc il y a une véritable incompréhension. Pour certains, l'indépendance, c'est la richesse. Hein. Si nous étions réellement indépendants, nous serons des pays riches. Ben non, l'indépendance, c'est pas la richesse. L'indépendance, c'est pas l'égalité avec les autres pays du monde. Hein. La France n'est pas égale aux États-Unis. La Chine n'est pas égale au Laos ou au Vietnam. Ce sont après des relations économiques, politiques qui vont diverger des poids d'un pays à l'autre. Alors, pour les indépendances françaises, il y a d'abord eu la loi de fer. Tout ça, c'est pour la préparation donc, de tous ces pays à pouvoir s'auto-assumer et s'auto-gérer. Mais il y a eu surtout la Constitution de 1958 en France qui va donner trois possibilités. La première possibilité, c'est de voter pour son indépendance immédiate. La deuxième, c'est de voter pour pouvoir rester un territoire d'outre-mer français. La troisième possibilité, c'est celle d'entrer dans la communauté française. Alors, les petites îles vont choisir elles-mêmes de rester comme territoire d'outre-mer, mais pas que. Les Comores vont voter pour rester territoire d'outre-mer. D'autres localités de ce genre vont le faire. Les pays africains, pour la plupart, ceux du continent, vont eux choisir de rentrer dans la communauté française, qui était un peu euh, comme le Commonwealth anglais, mais avec un peu plus de pouvoir du côté de la métropole. Donc Paris gardait le monopole en termes de défense, en termes d'affaires étrangères, en termes de gestion monétaire. Chaque pays se gouvernait démocratiquement à l'intérieur de son pays en ayant son propre parlement, un premier ministre qui gérait la politique du pays, son développement, etc., avec le soutien de Paris. C'était ça la communauté. Et donc le troisième choix, c'était de quitter la communauté immédiatement. Tout le monde de quitter l'Union française, parce que c'est comme ça que ça s'appelait avant, immédiatement. Tout le monde va vite choisir la communauté, sauf la Guinée, qui va choisir de quitter la communauté immédiatement. Alors là encore, le discours essaie de dire que la Guinée a claqué la porte en refusant tout. Non, non, cette option existait bel et bien. Si la Guinée est vite rentrée en contradiction avec Paris, c'est plutôt l'irrévérence, le discours que Paris estimait comme étant déplacé, comme étant mal poli, ce sont ces petites frictions qui ont fini par compliquer la situation, un peu comme ce qui se passe aujourd'hui avec les putschistes des États du Sahel. C'est un manque d'expérience politique, un manque d'expérience diplomatique que l'on ressent souvent chez des jeunes dirigeants qui arrivent avec fracas sur la scène politique. Donc la Guinée va choisir l'indépendance tout de suite. Hein. C'était le 29 septembre qu'ils vont faire leur référendum. Donc immédiatement, ils vont avoir leur indépendance. Les autres vont rester dans le groupe. Mais pas tout à fait. Pas tout à fait parce qu'il y a un débat qui va vite naître, surtout dans l'ex-Afrique équatoriale française, Afrique occidentale française, j'allais dire, où le président Félix Houphouët-Boigny lui estimait qu'il était bien que la Côte d'Ivoire puisse prendre son indépendance seule et que chaque pays prenne son indépendance seul, tandis que les autres, quasiment tous les autres pays de l'Afrique occidentale française, estimaient que c'est mieux qu'ils prennent l'indépendance ensemble, groupés, qui continuent à fonctionner ensemble. Pourquoi? Il y avait d'abord une raison économique. Le fleuron de l'économie de toute cette zone étant la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire sentait qu'il allait payer pour les autres et que s'ils prenaient l'indépendance tous ensemble, il aurait fallu que la Côte d'Ivoire puisse payer, puisse dépenser, puisse être celui qui fournit le plus pour tous les autres. Les autres n'avaient vraiment aucune perspective de s'auto-gouverner, d'avoir une autonomie financière intéressante. Ils ne rapportaient pas grand-chose à la colonie. Quand ils étaient encore des colonies, ça serait pareil quand ils seraient des États, et c'est le niveau de vie de la Côte d'Ivoire qui allait être impacté. Houphouët-Boigny estimait qu'il fallait mieux que la Côte d'Ivoire se débrouille, que chacun se débrouille seul et qu'on s'aide, qu'on s'entraide autant que l'on peut, plutôt que d'accepter ce type de fardeau. Ce que, évidemment, pour les mêmes raisons, les autres estimaient qu'on les laissait un peu dans des difficultés compliquées, et donc une petite lutte va s'opposer là, et finalement, les autres vont décider de créer donc la Fédération du Mali, hein, qui au départ regroupait le Sénégal, le, le Mali, mais aussi le Dahomey, futur Bénin, et également la Haute-Volta, futur Burkina Faso. Les autres pays, bon, vont préférer finalement se retrouvant seuls
plutôt prendre leur chemin. Mais très vite, très rapidement, c'est en janvier 59 que va être créée cette fédération. Donc ils ont tous voté pour être dans la communauté. Ils sont dans la communauté, puis ils créent une fédération au sein de la communauté française. Et cette fédération au sein de la communauté française va rapidement se disloquer avec le départ du Dahomey, puis avec le départ de la Haute-Volta, futur Burkina Faso. Il n'en restera plus que le Mali et le Sénégal qui vont faire chemin ensemble en 59. Le 4 avril 1959, ils vont obtenir au général de Gaulle un plan pour arriver à l'indépendance le 20 juin de l'année suivante, donc de 1960. Alors que quand ils ont créé la communauté prévoit l'indépendance, prévoit que celui qui voudra prendre l'indépendance de la communauté peut prendre cette indépendance, mais dans ce cas, quittera la communauté. C'est après l'accord entre Senghor et De Gaulle de 1959, l'accord du 4 juin, qui est retenu aujourd'hui comme la date d'indépendance du Sénégal. Faites très attention, la date d'indépendance du Sénégal n'est pas vraiment... Enfin, la fête nationale du Sénégal, le 4 avril, n'est pas la date d'indépendance du Sénégal, et il ne célèbre pas le 4 avril 1960, mais de 1959, qui est la date à laquelle l'accord d'indépendance a été obtenu. Mais à partir du moment où le Sénégal a obtenu cet accord d'indépendance, les autres pays membres de la communauté vont commencer à réfléchir et à poser le principe de leur indépendance, et la communauté, en fait, ne va pas survivre. Petit à petit, chacun va mettre son plan pour être complètement indépendant, ce qui va se réaliser donc à partir de lorsque l'année 1960 va s'engager. Il n'y avait vraiment plus de raison que la communauté puisse continuer. Donc on peut dire que c'est le Sénégal et le Mali, en créant la Fédération du Mali, qui vont déclencher ce désir d'indépendance finale, de sortir de la communauté. Cela va se faire. L'indépendance de la Fédération du Mali va être proclamée le 20 juin 1960. Et après cela, chacun va demander son indépendance, va dire moi je veux ma date d'indépendance, je veux ma date d'indépendance. La France ne s'opposera à aucune de ces dates d'indépendance. Juste dire que ceux qui veulent prendre leur indépendance et souhaiter rester quand même dans la communauté vont rester dans la communauté qui sera aménagée, tout ça. Pratiquement toute l'Afrique centrale va accepter ça. Le Gabon, qui avait d'abord refusé, qui avait d'abord voulu faire un référendum pour rester département français, ce que la France avait refusé. Mais bon, le Gabon va être dans la communauté comme tout le monde. Donc le Gabon, le Congo, le Tchad et le Bangui-Chari, futur Centrafrique, eux, vont accepter un programme d'indépendance en restant dans la communauté, tandis qu'en Afrique de l'Ouest, qu'il s'agisse du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, donc la Fédération du Mali, puisque le Sénégal et le Soudan français, c'est comme ça que ça s'appelait, font partie de la Fédération du Mali, eux ne vont pas voir les choses sous cet angle-là. Toute l'Afrique de l'Ouest va préférer prendre son indépendance en sortant de la communauté. Donc le Sénégal, la Fédération du Mali, qui regroupe le Sénégal et le Mali, vont prendre leur indépendance le 20 juin 1960, accord obtenu le 4 avril 1959. Les autres vont en ce moment-là fixer leur propre date d'indépendance en collaboration avec les Français, sans que ce ne soit des fâcheries, sans que ce ne soit... Non, tout le monde est d'accord. Ils vont se retrouver à Matignon, signer toute une série d'accords qu'on appelle les accords de Matignon, qui sont les accords de transfert de souveraineté entre la France et ce pays-là, pour dire que bon, sur telle chose, c'est maintenant vous qui gérez. La France avait pris un emprunt pour vous construire un chemin de fer, l'emprunt est encore à rembourser, il reste 10 ans. Voici ce qu'il faut rembourser, vous prenez l'indépendance, c'est maintenant à vous de le rembourser, donc prendre le passif et l'actif. Voilà, mais la France garde quand même en propriété telle chose, mais il y a des militaires français qui sont encore sur place, voilà comment il faut les traiter. Il y a des droits des Français qui ont des entreprises sur place, il faut déjà signer les accords pour savoir comment ces entreprises-là vont être traitées et gérées en droit local ou en droit français, etc. Et les binationaux, il y aura-t-il des binationaux où tout le monde est reversé dans la nationalité nationale et ceux qui sont sur le territoire français, non, eux, ils peuvent rester français, etc. Tout ça, ça nécessite des accords de passation et tout ça. C'est comme ça que ça a été mis en place tout au long du mois de juillet et les dates vont être fixées pour août, pratiquement pour tout le monde, août 60. Là, en ce moment-là, je rappelle que la Guinée est déjà indépendante depuis 1959 et en dehors de la Guinée, vous avez également, depuis 58, depuis donc son référendum du 29 septembre 58, et la Fédération du Mali qui regroupe le Sénégal et le Mali sont indépendants, depuis le 20 juin. Les autres vont donc fixer leur date d'indépendance. Alors, la France va réfléchir et va se dire ça serait quand même sympa que ce soit un Français noir qui aille
célébrer les indépendances de ces différents pays qui sont en train de devenir indépendants. Ainsi, cet Africain, ce noir français qui va être choisi pour aller patronner à ces cérémonies d'indépendance, ça sera Félix Houphouët-Boigny, qui, faut-il le rappeler, était ministre d'État en France depuis déjà plusieurs années. Et donc, il fallait lui organiser un programme qui lui permettait d'arriver dans un pays, de faire connaissance avec les nouvelles autorités de ce pays, le lendemain, célébrer en grande pompe l'indépendance de ce pays, jusqu'aux festivités du soir, y passer la nuit, préparer ses bagages pour aller dans le pays suivant, etc. Et donc, il va arriver, on va faire un programme pour lui. Donc, à partir d'août, le 1er août, ça sera l'indépendance du Dahomey, futur Bénin. Donc, c'est Houphouët-Boigny qui patronne à ces cérémonies-là. Le lendemain, il se repose, nous sommes le 2 août, et le 3 août, c'est l'indépendance du Niger. Donc, il va prendre son avion de là pour aller au Niger. Le temps d'arriver, de se poser à l'hôtel, de faire la connaissance avec les autorités. Et voilà, le 3, il passait l'indépendance. Le 4, il se réveillait doucement, faisait ses bagages, et il arrivait en Haute-Volta, futur Burkina Faso. Pareil, il faisait la même chose avec son ami Maurice Yaméogo, avec lequel il était assez proche. Et il faisait, donc c'est pour ça que les indépendances africaines sont tous étalées. L'indépendance africaine des pays colonisés par la France, en tout cas les 8, sont tous étalés comme ça. Le 1er, Bénin, le 3, Niger, le 5, Burkina Faso, et le 7, Côte d'Ivoire, chez lui-même, où il atterrissait enfin pour célébrer l'indépendance chez lui. C'est ce qui justifie ces dates groupées. Mais après cela, il y a l'Afrique centrale. Alors, ça aurait dû être, c'était André Malraux qui devait prendre, qui a pris, pas qui devait, qui a pris la relève pour l'Afrique centrale. Et ils avaient l'intention de faire un truc du genre le 9 août toujours, le 11, le 13 et le 15. Et donc, si on prenait la même logique, on commençait au Tchad, on descendait en République centrafricaine, future République centrafricaine, ou Bangui-Chari au moment de l'indépendance. Non, au moment de moi, c'est déjà République centrafricaine, puisque la République centrafricaine est créée par Barthélemy Boganda en 1958. Et malheureusement, Barthélemy Boganda ne va pas vivre tout ça. Il va mourir en avril, fin avril 1959. Et donc, c'est David Dacko qui va, son successeur, qui va patronner, pas qui va patronner, qui va être le premier président du pays indépendant. Et ensuite, la République du Congo avec l'abbé Fulbert Youlou et le Gabon avec le président Léon Mba. Sauf qu'il y a eu un petit aménagement de programme. Le premier président du Congo-Brazzaville étant prêtre, avait vraiment souhaité que ce soit le 15 août qui soit réservé à son pays parce qu'il souhaitait que le saint patron du Congo soit la Sainte Vierge Marie, la sainte patronne donc, soit comme le font les catholiques, on désigne un saint qui est le saint protecteur d'un pays, et lui étant un prêtre catholique, il avait souhaité de prendre la plus grande, la plus importante des saintes catholiques, c'est-à-dire la Sainte Vierge Marie, pour dédier le Congo à la Sainte Vierge Marie. Donc on a aménagé le programme pour que ce soit plutôt, ça commence le 11 pour le Tchad, c'est l'indépendance du Tchad, le 11 août, le 13 août c'est l'indépendance de la Centrafrique, la République centrafricaine, et le 15 tombé sous l'indépendance de la République du Congo, et enfin pour terminer le 17. Le 17 août, c'était l'indépendance du Gabon, et tout ça, c'était André Malraux qui devait patronner, qui a patronné à toutes ces cérémonies, et cela s'est passé comme tel. Mais dès janvier, il s'est passé un petit couac avec la Fédération du Mali qui regroupait donc, je rappelle, le Sénégal et le Mali, le Sénégal et la République soudanaise, c'est comme ça que s'appelait le Mali, la République soudanaise, les deux ensemble, on appelait ça le Soudan français sous la colonisation. Donc le Sénégal et la République soudanaise, les deux vont déjà être en difficulté et dans des couacs de gestion assez compliqués qui sont dus quasi essentiellement au caractère particulier de Modibo Keïta. Il va même se passer un événement au cours de ce mois d'août lors d'une réunion de cette fédération du Mali où un coup d'État a failli avoir lieu pour renverser le président sénégalais et pour que le président Modibo Keïta puisse prendre l'ensemble du pouvoir. Déjà, il avait viré le numéro 2 de la fédération qui était Mamadou Dia, le Sénégalais, il l'avait viré et ensuite il a convoqué un conseil des ministres de la Fédération du Mali où il n'y avait qu'un seul ministre malien pour prendre des décisions qui étaient très impactantes pour ou contre le président Senghor, et il avait fait venir également des militaires maliens qui avaient pris des positions. Alors le Sénégal s'était précipité et avait fait arrêter Modibo Keïta, il avait même expulsé du pays, et le Sénégal a décidé de sortir de la Fédération du Mali et de proclamer son indépendance
de la Fédération du Mali le 20 août 60. Donc, l'indépendance du Sénégal de la Fédération du Mali est proclamée le 20 août 60. Mais le Sénégal, en tant que Fédération du Mali, c'est-à-dire ensemble avec la République soudanaise, future République du Mali, ont déjà leur indépendance vis-à-vis de la France le 20 juin 1960. Décision qui avait été arrêtée le 4 avril 1959. D'où le Sénégal, je l'avais dit au début, célèbre sa fête nationale le 4 avril en référence à cette date du 4 avril 59, date à laquelle non pas il était indépendant, mais date à laquelle avait été fixée avec la France son indépendance pour le 20 juin 60. J'espère que vous me suivez. Mais cette indépendance était incluse à l'intérieur de la Fédération du Mali. Et le Sénégal va quitter l'indépendance la Fédération du Mali le 20 août. Donc c'est à cette date-là que le Sénégal prend définitivement son indépendance, mais non pas de la France, mais de la Fédération du Mali. La République du Soudan, restant seule, va finalement proclamer son indépendance elle-même le 22 septembre, en changeant de nom du coup, en n'étant plus République soudanaise, mais République du Mali, en récupérant le nom de la fédération qu'ils avaient créée avec le Sénégal. Dans tout ça, bien entendu, on n'a pas parlé du Togo, on n'a pas parlé du Bénin, on n'a pas parlé du Cameroun. On n'en parle pas. Non, si on a parlé du Bénin, on a parlé du Togo, on n'a pas parlé du Cameroun. Voilà les deux plus importants dont on n'a pas parlé. Pour ce qui est du Bénin et du Cameroun, c'était des pays qui étaient sous tutelle de l'ONU, et cette tutelle était exercée par la France. Au Cameroun, déjà, une partie du Cameroun était anglophone. Donc la France n'avait la tutelle que sur la partie francophone. Et sur la partie francophone, la France, dès 1958, pendant qu'il faisait le référendum d'autodétermination pour la création de la communauté française, ce référendum ne concernait ni le Togo, ni le Cameroun. Et donc, déjà à partir de là, la date d'indépendance du Cameroun était déjà fixée au 1er janvier. 1er janvier, vous vous en allez, l'ONU ayant donné le feu vert pour retirer la tutelle. Donc, la France n'avait que les derniers jalons à mettre en place pour l'autodétermination, pour l'autogestion de ces pays-là, puis elle s'en allait. Au Togo, un gouvernement, la République autonome du Togo est créée depuis 1956. Et pareil, le programme que le Togo suit est un programme qui dépend des Nations Unies et son indépendance, elle, est également déjà fixée en accord avec les Nations Unies. La France y intervient très peu. D'où d'ailleurs ce fantasme des Camerounais qui se seraient battus, bec et ongle, avec griffes et dents, pour leur indépendance contre la France, ne tiennent pas. Juridiquement, la France n'avait qu'une tutelle de l'ONU. Et si la France avait programmé son indépendance pour les pays qui étaient ses colonies, il n'y avait vraiment aucune raison pour qu'elle ne la fasse pas pour des pays sur lesquels elle n'avait finalement qu'un droit à distance, même si la gestion était quasiment la même, comment gérer une colonie. Enfin, le droit, c'est important de qui dit le dernier mot, qui donne les conditions dans lesquelles les choses se font. Il y a bel et bien eu une crise policière, une crise des batailles au Cameroun entre des groupements camerounais locaux et la tutelle française chargée de mettre de l'ordre. Cette question n'a jamais vraiment été élucidée. C'est d'ailleurs en 2022, si ma mémoire est bonne, que Emmanuel Macron a mis en place une commission commission d'historiens camerouno-français qui va élucider tout ce qui s'est passé, qui a fait quoi. Mais les affres du fameux UPC sont également étayées, etc. Mais enfin, bref, on aura le fin mot de l'histoire. Mais c'est bien souvent ça dans ces nouveaux mouvements militants. Personne ne fait jamais de recherche. On part d'une rumeur, on part d'une accusation, et toute l'histoire se construit autour de cela. Mais on en saura plus. Mais dans aucun cas, cela ne pouvait être un combat, une lutte pour que les Français partent et qu'ils deviennent indépendants. C'était contre l'ONU qu'il fallait mener cette lutte et cette guerre. Donc ça, c'est quelque chose d'évident. Donc pour le Togo et pour le Bénin, les dispositions se sont faites autrement. Ensuite, il a fallu mettre fin aux deux autres pays. Tout à l'heure, j'avais cité le Comores qui avait choisi de rester territoire d'outre-mer, mais il n'y avait pas que les Comores. Il y avait également
la côte des Somalis, comme on l'appelait, actuelle Djibouti, qui avait également choisi de continuer à rester un territoire d'outre-mer français. Et cela, la France a dû y mettre fin en 1968, presque contre l'avis des autorités de ces pays-là. Alors, s'il faut revenir sur le postulat du départ, ben, aucun pays, en fait, de tous ces pays ne peut justifier d'une quelconque lutte pour l'indépendance. Et là, je n'ai pas parlé des pays colonisés par la France, à vrai dire. Les pays colonisés par la Grande-Bretagne, c'est à peu près la même histoire. C'est peut-être les pays, c'est là que je mettrai le bémol, colonisés par le Portugal, qui auraient souhaité avoir le même destin, le même planning de sortie que les pays, que leurs voisins colonisés par la France ou par la Grande-Bretagne. Le Portugal, qui est à l'époque dirigé par un dictateur, un dictateur qui s'appelait Salazar, est un pays ruiné, c'est un pays qui n'a pas suivi le cours de l'histoire et de l'évolution. Sa plus grosse colonie perdue un siècle plus tôt, c'est le Brésil, qui est devenu plus riche que lui. Et ce pays a vraiment besoin d'avoir tous ces territoires, le Mozambique, la Guinée-Bissau, l'Angola, Sao Tomé et Principe. Il a vraiment besoin de les avoir encore tous sous sa tutelle parce qu'il ne sait pas quoi faire de tous ces colons si jamais il devait rentrer, parce qu'il a besoin de certains efforts que produisent ces pays-là pour compléter son PIB, etc. Mais tout ce qu'il promet comme égalité des droits à tous ces citoyens-là, il n'arrive pas à le réaliser. Et voilà. Et là, la guerre éclate effectivement dans ces pays-là. C'est en vue, à partir de 60 d'ailleurs, quand ils voient les autres arriver à l'indépendance, mais pas eux, la guerre éclate effectivement pour pouvoir essayer de rattraper le niveau de développement, le niveau de développement politique que les autres pays ont atteint. Là, il va y avoir des véritables guerres sanglantes d'indépendance. Vous avez également une bataille non négligeable du côté du Kenya avec la guerre des Mau Mau, qui va être très sanglante, qui ne va pas être négligeable. Mais là encore, il s'agit d'ordre, il s'agit de la manière dans laquelle on va céder l'indépendance et non dans le principe lui-même d'accorder l'indépendance qui est déjà acquis, d'autant que la Grande-Bretagne, plus grand pays colonisateur du monde, avait déjà cédé, nous l'avons dit au début, sa plus grosse colonie mondiale qui était donc comment s'appelle ce pays? L'Inde. Alors aujourd'hui, doit-on continuer à se battre pour des vraies indépendances? Moi, je dirais qu'il faut déjà commencer à se battre pour des vrais pays. Je rappelle que ces pays sont totalement artificiels, sont donc des fabrications coloniales. Avant la colonisation, parce qu'il y a aussi un discours qui s'entend beaucoup que la colonisation nous a divisés, elle nous a absolument pas divisés, c'est le contraire, elle nous a unis. Si vous voyez, il y a deux pays qui avaient des tailles qu'on avait jugées, deux, trois pays qui avaient des tailles qu'on avait jugées assez conséquentes pour les garder comme ça, colonisés comme ça. Ça, c'était surtout la mentalité allemande. Ces pays sont le Swaziland, ces pays sont le Rwanda et le Burundi. Donc, essayons d'imaginer, c'était des vrais royaumes qui existaient avant, même si dans le cas du Rwanda, on peut dire qu'il y avait trois royaumes pratiquement. Hein. Il n'y avait pas un royaume du Rwanda avant. Il y avait trois royaumes dans le territoire qu'on a créé le Rwanda. Il y en avait deux dans le territoire où on a créé le Burundi, etc. Mais enfin, on pouvait dire qu'il y avait une certaine cohérence d'État, qu'ils se connaissaient tous plus ou moins quand on leur a donné l'indépendance. Donc, imaginez que toute l'Afrique, on ait respecté les autorités locales qui existaient dans les villages avec l'autorité qu'il y avait au-dessus d'eux. Je crois qu'on n'aurait pas 54 pays en Afrique aujourd'hui, mais pas loin de 5000 et quelques pays. Nous aurons des États où vous commencez votre petite course matinale, vous avez traversé tout le pays. Impossible de créer des industries, impossible de créer des affaires, impossible de créer... Déjà ça, c'était un grand problème au moment de l'indépendance. Il y avait des pays qui n'étaient absolument pas viables, à qui il fallait trouver des moyens pour vivre. Donc beaucoup d'économies de ces pays-là n'ont été inventées qu'à la veille de l'indépendance pour leur donner des moyens pour pouvoir survivre. C'est ce qui est le plus documenté, à mon avis, dans la recherche que j'ai faite. C'est surtout dans le cas du Burundi, où vous allez voir que vraiment, le Burundi était une espèce de poste qui ne dépendait que de la République démocratique du Congo, qui était plus peuplé. Tout le monde, les postiers, les policiers, tout le monde était congolais. Au moment de l'indépendance de la République démocratique du Congo, tout ce monde a dû se replier sur le Congo. Il n'y avait aucune production économique au niveau du Burundi, aucune. Tout venait de l'extérieur. Donc, il a fallu créer, à partir du moment où la Belgique décide de leur donner l'indépendance également, donc ça se fait en 59, il a fallu leur créer une économie et donc faire des études pour savoir qu'est-ce qui peut marcher ici
et que le monde peut avoir besoin d'acheter et qui va leur permettre d'avoir des devises pour pouvoir importer ce qui leur manque et continuer leur développement. Donc, on leur a inventé là sur le coup la culture du café, on leur a inventé sur le coup la culture du thé, on n'a pas bien pu aller plus loin et toutes ces cultures, le thé, je crois, a été introduit en 1968. Tout ça, ça a été fait. On leur a créé des lycées. Et quand je dis on, c'est-à-dire la puissance coloniale, la Belgique a construit des lycées qui n'existaient pas. Simplement, un lycée, il fallait aller au République démocratique du Congo. Les enfants qui réussissaient l'école primaire devaient se déplacer au République démocratique du Congo sur les provinces du sud-est, enfin de l'est, on va dire tout simplement, ce qui est aujourd'hui le sud Kivu, voilà ce que j'allais dire, au sud Kivu pour aller faire le lycée. Donc il fallait leur créer des structures, il fallait leur créer une université qui était créée, je crois, en 72, des choses comme ça. Il fallait leur créer tout ça pour donner un pays viable, plus ou moins viable, parce que jusqu'aujourd'hui ne sont pas viables. Ce sont des pays extrêmement pauvres. Le Burundi, aujourd'hui, traîne encore, se dispute toujours la dernière ou l'avant-dernière place des pays les plus pauvres d'Afrique. Et le Rwanda, malgré tout ce on peut dire de Kagame, a fait des petits efforts, mais il y avait déjà quelques infrastructures au moment de la colonisation. Mais le Rwanda traîne encore parmi les 10-15 derniers du continent. Vous avez beaucoup de pays comme ça qui sont ce qu'on appelait par certains économistes des pièges darwiniens, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas capables d'évoluer. Une espèce qui ne peut pas évoluer meurt. Donc, quand vous n'avez pas les conditions de votre évolution sur la structure de votre pays, vous mourrez. Il y a beaucoup de pays africains qui sont bloqués dans ces situations-là, des pays trop vastes, des populations trop éparses, très peu de ressources, capacité à créer des ressources nouvelles très limitées, etc., etc. Il y a beaucoup de pays africains qui sont dans cette situation-là, mais la situation aurait été pire si ce sont les petites chefferies qui ne tenaient qu'à 1 ou 2 jours de marche, c'est-à-dire 40 km, 50 km, 70 km autour de soi. Si c'était cela qui avait constitué les pays. Donc la colonisation est venue associer des populations qui bien souvent ne se connaissaient pas, qui n'avaient pas les mêmes coutumes, qui n'avaient pas des destins communs pour créer des enclos plus ou moins viables. Et l'ONU avait décidé que les indépendances soient accordées aux pays tels qu'ils ont été colonisés et qu'il ne fallait pas modifier à la fin les différents tracés, les différentes frontières. Voilà pourquoi les indépendances ont été données comme telles dans ces enclos-là. Certains ont eu le droit à des référendums. Bien souvent, c'est lorsque le territoire était colonisé par deux entités différentes. C'est le cas du Togo, où il y avait des Allemands et des Anglais. La partie allemande a été donnée sous tutelle française. La partie togolaise, très petite, qui restait, a continué à être sous tutelle anglaise, donnée par les Nations Unies, mais au moment de l'indépendance, on leur a accordé la possibilité de faire un référendum pour savoir s'ils allaient se rattacher au Ghana, où le pays allait rester bilingue, allait devenir bilingue, le pays indépendant. Ils ont choisi de se rattacher au Ghana. C'est ce qui fait que le premier président togolais, M. Sylvanus Olympio, est né dans la partie anglaise du Togo, alors qu'il était en train de devenir le premier président du Togo. La partie où il est né a choisi son rattachement au Ghana. C'est la même chose que nous allons vivre avec le Cameroun, où une partie du Cameroun anglophone va choisir son rattachement au Nigeria, tandis que l'autre va décider de rester au Cameroun, ce qui va faire du Cameroun un État bilingue, qui aura d'ailleurs 10 ans, 12 ans avant de trouver son rythme de gestion. Parce que ça va être quasiment 2 gouvernements différents avec un président de la République jusqu'à ce qu'ils acceptent de fusionner, voilà, dans la République unie du Cameroun, République fédérale d'abord, puis République unie du Cameroun, puis République du Cameroun tout court. Ça prendra un peu de temps. Et aujourd'hui, vous voyez que la crise entre anglophones et francophones n'est pas encore résolue, puisque le Cameroun traverse encore depuis de très fraîches années des luttes politiques avec des indépendantistes de la partie anglophone qui se font appeler les Ambazoniens, cette zone étant appelée l'Ambazonie. Donc ces États, on les découvre au même moment qu'ils deviennent eux-mêmes indépendants. Les gens se découvrent eux-mêmes à l'intérieur du pays. Ben, on est maintenant avec un tel, on n'est plus avec un tel. Nous parlons le même patois qu'avec le voisin d'à côté, mais non, mais maintenant on est indépendant. Eux, c'est maintenant un autre pays. Donc c'est une très bonne chose. Les premiers présidents ont pensé qu'il fallait promouvoir vraiment l'unité nationale et qu'il fallait mettre en avant ce mélange-là. Bah, le mélange n'a pas vraiment marché. La plupart des pays sont restés de véritables magmas tribalistes et tribalisés, où l'identité qui compte le plus, c'est son identité tribale, même pas régionale, hein, parce que même les régions ont parfois des raisons économiques, mais n'ont pas de raisons
humaine, sociale, culturelle, sociologique. Et donc, le tribalisme a continué à dominer, sauf dans certains pays, hein, comme le Mali qui a échappé à ça, qui est en train de connaître aujourd'hui une véritable crise tribaliste. Mais j'espère qu'elle sera passagère et elle n'englobe pas l'ensemble du Mali. Elle ne concerne que les parties aujourd'hui en guerre, notamment entre les Peuls et les Dogons, dans le nord du Mali, dans le centre et le nord proche du Mali. Moi, je dis le nord proche, c'est le nord proche du centre, parce que dans le grand nord du Mali, c'est essentiellement Touareg. Donc, ce sont des pays à créer, d'abord, par soi-même, par ceux qui en ont pris l'indépendance. Alors, se mettre à répéter à tue-tête que oui, c'était pas une vraie indépendance, c'est supposer qu'on vous la devait. C'est supposer que ces pays préexistaient. C'est supposer... En même temps, c'est une bonne chose aujourd'hui de voir les gens s'approprier une espèce de nationalisme qui a eu du mal à naître et dire aujourd'hui que c'est notre pays, c'est comme ça. On ne peut pas construire des pays non plus en étant dans la négation parce que la réalité, c'est que c'est notre pays parce que quelqu'un de l'extérieur l'a dessiné, l'a fondé. C'est un cas quasi unique. Hein. La plupart des pays du monde existent parce qu'il y a une véritable fusion populaire, il y a une véritable fusion du peuple à l'intérieur de ce pays-là. Même si on a coutume de dire que la France, en France, c'est l'État qui a créé le français, il y a beaucoup de pays où c'est le national, hein, c'est-à-dire que l'individu, l'ethnie, qui a créé l'État. Mais il peut arriver que ce soit l'État qui crée l'idée nationale. Et en Afrique, on a été confronté à ça parce que c'est l'histoire qu'il a voulu, c'est l'histoire qu'il a imposée. Et aujourd'hui, il faudrait donner vie à ces pays, il faut donner vie à ces indépendances. Et non, voilà quoi, à partir du principe que ces pays ont toujours existé en fait, parce que dire qu'on nous a donné une fausse indépendance et que maintenant on veut notre vraie indépendance, c'est comme si nous avons toujours existé. Nous n'avons pas toujours existé, nous avons été des collages qui n'ont même pas demandé notre avis. C'est très bien qu'on s'approprie aujourd'hui, mais qu'on s'approprie avec l'histoire. Alors à mes amis nigérians que j'ai vus là dans ma promenade dans Paris qui sont en train de célébrer l'indépendance du Niger, ce qui veut dire qu'ils sont en train de remercier la France de les avoir créés et de les avoir donné des pieds pour marcher. Ils ne se rendent pas compte. Moi je rigolais. Hein, à l'indépendance du Niger, j'ai vu donc ces pays, ces Africains avec des drapeaux de Burkina Faso, des drapeaux du Mali, des drapeaux du Niger, en train de célébrer l'indépendance du Niger et leur unité de 3 territoires. C'est bien d'avoir du punch pour ça. Alors moi, ce qui me dérange un peu avec l'AES, je reviendrai peut-être là-dessus sur un autre truc, c'est que c'est un conglomérat créé par des putschistes dont le but est de se préserver du putsch et d'éviter à ce que les sanctions de la CEDEAO ne puissent tomber sur eux. Donc c'est assez égoïste, c'est assez personnel. Personne aujourd'hui, aucun économiste, je ne sais quelle spécialité ne pourra nous démontrer un bien fondé quelconque de l'AES. Ce sont des discours, ce sont des lancers. Et d'ailleurs, cette AES n'existe pas encore aujourd'hui. Je vous demanderai quel est le siège de l'AES. Personne ne sait. Quelle est l'adresse de l'AES? Quel est le secrétaire permanent de l'AES? Quel est l'email de l'AES? Le numéro de téléphone de l'AES? Ça n'existe absolument pas. Ça n'existe que sur les réseaux sociaux. Ça n'a pas corps, ça n'a pas vie. Et il n'y a pas de démonstration économique. Il n'y en a pas, je n'en ai pas vu. J'ai essayé de mon côté parce que je comprends un tout petit peu ces choses-là, d'essayer de comprendre qu'est-ce que l'AES pourrait avoir d'avantageux. La réponse est rien. Rien, rien, rien. Et je mets au défi tout professionnel de nous expliquer ce qu'il y a. Faut pas sortir juste des théories comme ça pour se donner du bon mon cœur. Et on sait aujourd'hui pertinemment que le premier qui commettrait un coup d'État dans un de ces pays-là quittera l'AES parce que on va pas commettre un coup d'État pour dire que nous avons constaté que le régime qui était là avant n'était pas assez lié à la Russie et que nous voulons faire un coup d'État pour renforcer l'isolement du pays. Aujourd'hui, toutes les ambassades quittent, il n'y a plus personne qui investit là-bas. Personne ne fera un coup d'État pour dire nous avons trouvé que le désinvestissement n'était pas assez accéléré. Donc nous avons renversé Assimi Goïta pour qu'il y ait encore moins d'ambassades. Non, ils feront exactement le contraire, même s'ils n'arrivent pas à coup d'État. Ils vont dire qu'on nous a menés dans une voie où nous sommes devenus les pays les plus isolés du monde, qu'on n'arrive pas à combattre, nos militaires meurent tous les jours, on a besoin des autres militaires africains, mondiaux, on a besoin de leur argent pour venir, il va forcément quitter l'AES. Donc je ne vois pas une organisation qui n'a pour destin que les gens qui l'ont créée, est une organisation qui est monnée. De même que s'il y a des élections, c'est encore pire. Aujourd'hui, toute la classe politique de l'opposition de ces pays-là est pour un retour imminent, immédiat dans la CEDEAO. Donc voilà la réalité de cette AES qui n'en a pas. Enfin, je voulais surtout souligner la contradiction des différents discours que nous entendons sur cette question de l'indépendance. Voilà, il faut... Oui, les choses sont faites et sont faites. Hein, que nos pays aient été dessinés par quelqu'un d'extérieur, à la limite, on s'en fout. Le problème, c'est de prendre les choses aujourd'hui et d'avancer.
Voilà, on n'a pas eu des pays qui ont été conquis par la guerre, on n'a pas eu des pays qui ont été conquis par les mariages, comme ça s'est fait au Moyen-Âge, en Europe, voilà, les Habsbourg qui devenaient rois en Espagne et qui étendaient leur territoire sur la Belgique, sur la Hollande, etc. Non, nous, on n'a pas connu ça en Afrique, on a eu une autre histoire, chacun son histoire, il faudrait l'assumer à partir du moment où elle est, et ce que l'Afrique, les Africains attendent de nous, ce que le monde attend de nous, c'est que nous puissions progresser, nous pouvons devenir un partenaire utile au monde, un partenaire sur lequel le monde peut compter parce que nous produisons des choses dont le monde a besoin et parce que nous consommons des choses que le monde produit. Je sais que d'autres vont penser immédiatement au fantasme des matières premières qui est devenu une véritable religion, que nous avons les matières premières dont le monde entier a besoin, pour lesquelles le monde, mais les matières premières sont le résultat d'un calcul scientifique. Et le calcul scientifique donne plusieurs réponses, plusieurs calculs existent. Hein. Si on arrive sur une matière première donnée, c'est parce qu'elle est abondante, justement. C'est pas parce qu'elle est prisonnière de l'Afrique. S'il y avait une matière première qui n'existait qu'en Afrique, je peux vous assurer qu'on l'aurait abandonnée. C'est parce qu'elle est abondante, c'est parce qu'on peut en trouver, qu'elle a un prix raisonnable. Donc, je reviendrai sur les matières premières pour vous expliquer que ça ne coûte vraiment pas cher, que c'est la partie la plus basse de l'économie. Celui qui sera sur cette forme d'économie des matières premières aura toujours la part congrue. Un exemple bête, pour fabriquer un iPhone d'une valeur de 1000 euros, les matières premières là-dedans valent 1,03 euros. Allez regarder ça dans le site Statistica où vous allez voir combien coûtent les matières premières pour chaque produit. Vous serez surpris. Hein. Pour un avion de 80 millions d'euros, les matières premières à l'intérieur, c'est 10 ou 20 000 euros. Vous serez surpris. Les matières premières ne coûtent pas cher, elles sont abondantes. Il n'y a aucune crise des matières premières qui est en vue. La plupart des pays qui utilisent ces matières premières ont des réserves de 5, 6, 7 ans. Ils ont le plan B de ces matières premières-là, c'est-à-dire que si ça venait à manquer et qu'ils doivent vivre sur leurs réserves, ils savent quoi faire en 2 ou 3 ans pour utiliser l'autre matière première. Donc c'est un fantasme de croire qu'on tient le monde parce qu'on aurait des matières premières. On n'en a pas tant que ça. L'Afrique n'est pas le continent qui a le plus de matières premières au monde. Il n'y a pas de continent, pas le continent c'est pas le seul. Il n'y en a pas tant que ça. Et c'est pas des choses qui se trouvent sur le chemin, en route, vous passez, vous ramassez. Donc c'est des trucs beaucoup plus compliqués. Mais nous avons vraiment besoin d'accélérer notre développement, de produire des choses dont le monde a besoin. Le monde n'a pas besoin de la pauvreté de l'Afrique. C'est encore une très fausse théorie. Je reviendrai sur toutes ces théories-là au besoin. Le monde n'a pas besoin que l'Afrique soit pauvre. C'est bien le contraire. Le monde a besoin que l'Afrique soit une consommatrice. Le monde a besoin que l'Afrique achète des Airbus. Le monde a besoin que l'Afrique achète des TGV. Le monde a besoin de ça. C'est le dernier point de croissance qui existe. Mais pour qu'on arrive à cette croissance-là, il faut qu'on soit capable d'avoir des moyens de consommer ces choses-là, de pouvoir avoir des métros, de pouvoir avoir des centrales électriques, des centrales nucléaires. Faut qu'on ait ces moyens-là et le monde en a besoin. Voilà, la Chine ne s'est pas développée parce qu'elle a eu juste envie de se développer, mais c'est parce que le monde avait besoin que le marché chinois aussi consomme. Et il n'y a pas de raison que, parce que pendant qu'ils allaient créer des usines en Chine, ils voyaient la Chine se développer, ils ne sont pas bêtes. Les calculs sont faits sur 5 ans, 15 ans, 30 ans. Donc ils savaient où ils allaient, mais c'est très bien, plus la Chine se développait, plus elle achetait chez eux, plus elle consommait. Le monde, il fonctionne comme ça. Personne n'a envie de vous voir pauvre. C'était une grosse théorie, la pauvreté. Les gens veulent voir la pauvreté de l'Afrique. Il n'y a aucun intérêt à ça, aucun intérêt économique. Ça ne s'explique pas, ça ne se justifie pas. Indépendance n'est même pas nécessaire. Hong Kong n'est pas indépendant, n'a jamais été indépendante. Donc, depuis 1897, elle était sous tutelle de l'Angleterre et elle est passée aux mains des Chinois en 1997. C'était ça le contrat. 100 ans sous tutelle anglaise et puis elle est passée aux mains des Chinois. C'est une des territoires les plus riches au monde et elle n'est pas indépendante. Donc, ce sont des faux débats. C'est pas l'indépendance qui rend heureux. Moi, la plupart des Africains préféraient avoir le salaire de Hong Kong, avoir le niveau de vie de Hong Kong, l'avenir que les enfants de Hong Kong ont plutôt que ceux d'une Afrique indépendante, 100% indépendante ou dirigée par des putschistes de l'AES. Donc, c'est un faux débat, c'est une étape symbolique, l'indépendance. Elle est passée. Aujourd'hui, il faut gagner la souveraineté économique. Il faut gagner la souveraineté économique, c'est que chacun mange à sa faim. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir d'entreprises étrangères. C'est encore une idiotie. Hong Kong, la monnaie de Hong Kong, parce que la monnaie est encore un grand débat. On est indépendant, on a encore le franc CFA. Des gens viendront me dire ça dans les commentaires. La monnaie de Hong Kong, ça s'appelle le dollar hongkongais et qui est arrimé au dollar américain. Vous voyez, ils ont une marge de manœuvre très légère, une possibilité de faire des petites modifications, mais très légère. Ils restent arrimés au dollar américain. Avant cela, jusqu'en 72, 74, ils étaient arrimés à la livre sterling. Ça ne les empêche pas d'être une des économies les plus dynamiques et les plus puissantes du monde. Donc tout ça, ce sont des faux débats. Il faut travailler, il faut produire et encore produire. Personne ne vous empêche de produire, ne vous interdit de produire. Au contraire, tout le monde souhaite que tous ces pays-là puissent décoller, puissent aller très loin.
Très bonne fête d'indépendance à tout le monde, à tous les pays africains. J'espère que vous allez partager ce message partout. Vous allez vous abonner sur notre page, même si vous n'êtes pas d'accord avec ce que nous disons. Mais faites à ce que cette opinion-là existe aussi et encouragez-la à se diffuser parce qu'on ne peut pas tous penser la même chose, mais plus qu'une opinion. J'oppose des faits scientifiques que nous pouvons d'ailleurs discuter dans les différents lives que je peux offrir de temps en temps.